J'ai monté le café comme un enfant saute dans le vide. J'emploie souvent cette image, c'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait en bas, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait demander. Quand tu passes à l'action, en fait, ça te permet de répondre à des questions. Mais en fait, malheureusement, comme beaucoup de phrases galvaudées, c'est vrai. Je pense que j'avais l'air tellement habitée, je pense que ça se voyait que je savais ce que je voulais faire. Et du coup, ils étaient avec moi. Et puis de toute façon, quand tu aimes, c'est ça aussi. Tu soutiens les tiens. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Moi, avant le café, les personnes qui entreprenaient, je ne les comprenais pas. En 2023, j'ai découvert l'horreur de la dépression. De la dépression, c'est chaud. C'est quelque chose de... Franchement, on dit souvent de se passer à mon pire ennemi, mais vraies paroles. Salut à tous et bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Le profil que je vous propose de découvrir ou redécouvrir, si vous la connaissez, est celui d'une femme qui casse les codes. Oui, elle a transformé un café en un espace de travail où il fait bon vivre et où vous êtes très nombreux à vous rendre. C'est une femme visionnaire qui s'appelle Anne-Gaëlle Lubino qui a donc accepté notre invitation. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comme je disais, je pense que tu as d'autres choses à faire. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir pu inviter Anne-Gaëlle Lubino aux belles rencontres de Cédric Centime. Avec plaisir. Est-ce que visionnaire, c'est un mot qui est trop fort? Est-ce que c'est un mot qui te dérange? Est-ce que c'est un mot qui te va? Ou est-ce que quelque part, au-delà de l'humilité, c'est la vérité? Tu as dit au-delà de l'humilité. Alors, en vérité, moi, je ne me définis pas comme ça. Je comprends que tu dis ça. Et maintenant, j'ai appris à accepter. Après 7 ans, maintenant, j'accepte, je prends. Ouais. Mais moi, je ne me définis pas comme ça. Et parce que, de façon générale, je ne me définis pas beaucoup avec des superlatifs. Et pour moi, visionnaire, c'en est un. Et pourquoi, alors, ça m'intéresse déjà. Pourquoi tu ne te définis pas par des superlatifs? Parce que, alors, au-delà de l'humilité... déjà, c'est pas dans mon éducation. On ne s'auto-congratule pas en mode « Ah là là, c'est bien ce que tu as fait » et tout. On fait pas trop ça. Et puis, au-delà de ça, je pense que je suis une éternelle insatisfaite. Donc, même si les choses sont bien, quand elles sont bien, je vois toujours ce que ça a de perfectible. Donc, en fait, je suis rarement assise dans voilà, ce que j'ai fait, franchement. Non, c'est très rare. Mais le fait que tu aies quand même pu permettre de faire naître le café papier, ça montre que tu arrives à quand même savoir quand les choses sont bien. C'est-à-dire que j'ai de la chance. Alors, ma chance, c'est d'avoir de l'instinct. Et en fait, le café, c'est vraiment le fruit de cet instinct, c'est-à-dire que en toute inconscience, à l'époque, parce que j'avais jamais monté d'entreprise, j'ai ouvert sans avoir trop fait d'études de marché, des choses comme ça. Moi, ça a fait clic chez moi, c'était aligné, c'était ça que je voulais faire, c'était très clair. Et du coup, je l'ai fait et j'ai eu la chance que le café rencontre son public tout de suite. Donc, me rendre compte que les choses sont bien, on peut dire ça, elles sont bien pour moi. Et heureusement pour moi, le café a été bien pour moi et pour les futurs clients. Alors justement, ça commence comment? C'est quoi le début? Je parle du début, vraiment la genèse, l'idée qui germe. Est-ce que c'est un endroit où tu es allé dans le monde? Est-ce que c'est un film que tu as vu? Il y a bien un point de départ. Ça commence comment? Je me suis posé la question parce qu'on me la posait. Et en fait, le café, c'est une sorte de synthèse, de melting pot, de toutes les choses qui me passionnent. Je n'ai pas vu de lieu, pour répondre clairement à ta question, de lieu identique en l'état. Évidemment, le café a ouvert en 2019. À cette époque, avait déjà ouvert dans d'autres endroits du monde, ce qu'on appelle les coffee shops. Et moi, en fait, je n'avais pas réfléchi le café en disant je vais faire comme telle chose. Je me suis dit qu'à Jarry, parce que je travaillais à Jarry déjà depuis un certain temps, donc j'ai commencé à travailler à Jarry en 2010, et je me disais que moi je suis une gourmande, j'aime bien les trucs kiffants en fait, le confort, le plaisir et tout. Et du coup, à Jarry, je trouvais qu'il manquait un espace qui était entre les deux, c'est-à-dire il y avait des boulangeries où on mangeait des bonnes choses et tout, il y avait des restos où on pouvait rester 2-3 heures si ça nous chante, mais il n'y avait pas forcément un lieu où on mangeait quelque chose un peu à la volée, tout en étant dans le confort, avec un petit Ella Fitzgerald en fond, etc. Et du coup, moi, c'était ça le point de départ. Et j'adore la déco, je suis plutôt manuelle, plutôt créative. Donc du coup, en tirant le fil de cette idée, qui s'est vraiment imposée à moi pour le coup,
il fallait ouvrir une boîte pour que l'idée existe. Et donc, c'est comme ça que ça a vraiment commencé, par le souhait d'abord d'ouvrir un magasin de déco, qui ensuite a vu s'intégrer la librairie et la papeterie, puisque je suis une littéraire. Écrire et lire, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Ça fait partie des choses de ma vie. Et le doute, sans te couper, le doute là-dedans, c'est très important, parce que c'est un peu l'objectif de ces podcasts. Comment... tu n'as pas l'expérience de l'entrepreneuse, quelque part, tu nous le dis. Exact. Mais comment tu fais pour affronter ce doute, le dépasser, te dire que je vais être ridicule, ce doute qui peut mortifier certains? En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en toute ignorance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai monté le café comme un enfant saute dans le vide. J'emploie souvent cette image. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait en bas. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait demander comme sacrifice, etc. C'est-à-dire que je n'ai pas mesuré ça. Moi, je suis restée... Tu vois, quand on te parle des deux faces d'une même pièce, je suis restée focalisée sur... OK, qu'est-ce que je veux faire? Voilà ce qu'il faut faire pour le faire. Aller au greffe, écrire des statuts, déposer, trouver les meubles et tout. Étape par étape. Parce que mon cerveau, il fonctionne un peu comme ça. Mais je n'étais pas en mode, je me suis jamais dit « et si ». Donc en fait, ça aurait pu être un cassage de gueule monumental, parce que je me suis pas dit « et si ça marche pas ? Et s'il y a personne ?» C'est-à-dire que j'ai fait le truc, il y avait vraiment ce truc de faire en sorte que ça soit sympa. Et je pense que dans ma tête, peut-être que je ne l'ai pas formulé comme ça, qu'il y avait une évidence que si c'était sympa, ça aurait plu à des gens. Combien de temps, je ne sais pas. Mais les doutes sont venus. Par contre, maintenant, le doute, c'est mon pote au quotidien. Ah oui? Mais bien sûr, parce qu'une fois que tu es dedans, que tu as connu maintenant... Alors, j'ai eu de la chance, je n'ai pas connu... Non. Parce qu'en fait, on n'a pas connu la phase où il faut se faire connaître, la lenteur des débuts. Parce qu'en fait, le café, avec son esthétique qualitative et avec le fait qu'il était inédit, les gens sont venus. Il y a eu autant de curieux. Il y a eu autant de curieux que de personnes qui ont vraiment adhéré au concept. Mais c'était nouveau. C'était disruptif, comme on dit. Manger un plat du midi dans un canapé, manger que du fait maison, boire un chaud d'eau, ces trucs-là, ça n'existait pas encore. Grâce à René, il y avait déjà le chocolat pain au beurre, mais pas le chaud d'eau. Donc nous, on le propose depuis qu'on a ouvert. Et en fait, maintenant, avec le temps, donc j'ai pas connu cette partie où il faut se faire connaître, etc. Mais avec le temps, forcément, il y a certains événements au bout de 7 ans. Il y a des événements, on fait presque une centaine d'événements par an. Au bout de 7 ans, en fait, il y a forcément des événements qui ont plus ou moins marché. Il y a forcément des soirées qui ont plus ou moins marché. Et donc, maintenant que je connais la dureté de ça, de la difficulté de faire un choix, OK, j'ai envie de changer la carte, mais on met quoi? Ça marche, ça marche pas. Maintenant qu'il y a cet enjeu qu'il faut que ça fonctionne, parce que là, c'est debout. J'ai 6 personnes que je fais vivre. Et tu as l'impression d'avoir perdu l'insouciance du début? Complètement. Parce qu'en fait, je comprends pourquoi ça t'étonne. C'est-à-dire que le café a la qualité que l'équipe et moi, on y met au quotidien. Donc, ce que tu vois, c'est un bel établissement qui est là depuis 7 ans, qui accueille des beaux événements, etc. Ça, c'est ce qui est visible, et tant mieux, c'est la réalité. Mais pour derrière, il y a des gens qui pédalent. Et parfois, tu as mal aux cuisses quand tu pédales. Tu as mal aux genoux, tes articulations. Et donc, c'est de là que vient cette connaissance de ce que ça coûte de faire ça. Et donc, comme tu en connais le prix, quand tu fais des choses, la notion du prix, elle est intégrée. Tu vois, c'est comme tu veux devenir athlète, c'est ton rêve. Après, tu commences à t'entraîner, tu commences à manger comme si, manger à telle heure, etc. Et là, on connaît d'où l'est à une athlète vraiment. Et à ce moment-là, quand tu te dis, bon, est-ce que je vais vraiment, j'ai fait les JO, est-ce que je vais vraiment au championnat du monde? Là, tu sais, en fait, tu soupèses plus parce que tu connais la réalité. C'est pour ça que je parle d'être enfant. Quand l'enfant saute dans le vide la première fois. Oui, pas ça. Il peut pas, ça. Mais une fois qu'il s'est cassé dedans, il sait ce que c'est. Il a peut-être sauté différemment. D'accord. Faut manquer n'ayez. OK. Alors, justement, on va parler effectivement toujours dans l'optique du café-papier. Mais moi, il y a une question dans ce podcast, c'est comme ça vient. Vraiment, j'ai arrêté l'histoire de faire des plans à petit B. C'est comme ça vient. Moi, j'ai fait beaucoup de plans, plein de plans. C'est comme ça vient. Comment ça se fait que toi, littéraire, parce que les littéraires, est-ce que je suis littéraire, on est perçu comme des gens qui, voilà, on a du mal à passer à l'action. Voilà, on est dans le monde des idées. Comment ça se fait que, justement, tu arrives à switcher entre celle qui aime les lettres et celle la femme d'action? C'est dans ton tempérament de base? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je suis une littéraire dans ce qui me passionne,
Mais ce qui me fait bouger, c'est ma capacité à me mettre en mouvement. C'est très redondant ce que je viens de dire, donc je vais essayer d'être plus claire. J'aime pas les choses qui traînent. Et du coup, parce que c'est très inconfortable pour moi, le je sais pas, l'entre-deux. C'est très inconfortable. Du coup, je tâche de faire des choix, même si parfois ça peut me prendre du temps. Et l'action, même si j'arrive pas à le faire au quotidien, ça c'est un truc que les coachs disent beaucoup. C'est l'action, il faut te mettre en mouvement, il faut passer à l'action. Cette expression, j'en peux plus. Quand tu passes à l'action, en fait, ça te permet de répondre à des questions. Mais en fait, malheureusement, comme beaucoup de phrases galvaudées, c'est vrai. C'est-à-dire que le café, j'y ai pensé pour la première fois en février 2018. J'ai ouvert en juin 2019. Ah ouais, donc ça a été très vite. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu l'idée, j'ai parlé à mon boss en avril 2018. On a commencé à s'organiser dans le sens où il m'a permis de consacrer du temps à ce projet-là. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ça. On avait une belle relation et ça s'est vu jusqu'à la fin. Et on l'a toujours d'ailleurs. Et puis, après, une fois que je suis au clair, c'est-à-dire qu'une fois que ma cible est vue, ben après, on déroule. C'est-à-dire qu'on fait le plan et on déroule. Et dans les moindres détails. Et c'est ça, en fait, moi, qui m'aide à me mettre en mouvement. C'est à la fois de voir le grand tableau, mais aussi de pouvoir plonger dans la plus petite action nécessaire pour faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, à Le Café Papier, on voit un gros machin, mais il a fallu prendre ses pieds, aller dans un magasin, choisir un canapé. Prendre ses pieds, aller choisir une assiette. C'est toi qui as fait tout ça? Ah oui, j'ai tout fait. Au début, j'avais pas les ressources, j'avais pas de décorateur, on a tout fait. Quand je dis j'ai tout fait, donc j'ai tout pensé. Ma mère, le papa de ma fille à l'époque, mes oncles, mes tantes, on a tous contribué. Et le résultat, est-ce que c'est le fruit exactement de ce que tu avais pensé ou tu as changé entre-temps? C'est une super question. Merci. Non, c'est une super question parce que comme le café est là, c'est comme ça que moi je l'ai vu, moi. Oh là là. Mais alors attends, parce que le plus beau, c'est que je t'ai dit qu'il y avait ma mère, le père de ma fille et tout ça. C'est quand on a fini, on a ouvert le 21 juin 2019, c'est quand on a fini de mettre les derniers coups de peinture et tout, qu'ils m'ont dit, quand on a tout fini, ah, c'était ça! Et je crois que c'est ma mère qui a dit ça. Et j'ai vu que la réaction des Donc, toi, tu veux sans savoir où tu voulais aller. Parce qu'en fait, j'étais tellement... Je pense que parce que je me suis interrogée, je me suis dit, mais les gars, ça veut dire que vous étiez là en train de me suivre dans ma dinguerie et vous me dites pas, mais c'est brouillon, ton truc, ou je sais pas quoi. Et en fait, non. Je pense que j'avais l'air tellement habitée. Je pense que ça se voyait que je savais ce que je voulais faire. Et du coup, ils étaient avec moi. Et puis, de toute façon, quand tu aimes, c'est ça aussi. Oui, c'est sûr. Tu soutiens les tiens. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Et en fait, moi, j'avais une idée claire. Et je me rappelle, tu vois, les plantes qui sont accrochées. On a des plantes suspendues. D'ailleurs, toutes les plantes chez moi sont naturelles. Et ça, c'est l'œuvre de ma maman. Qu'on salue. Nous saluons, toujours, bien sûr, et que nous remercions. En fait, ces plantes-là, au début, ça faisait partie du plan d'avoir des plantes toujours. Mais quand on a terminé de meubler, je trouvais que, et alors je l'ai dit avec mes mots, je ne suis pas décoratrice, en bas, tu vois, il y a des pièces fortes. Il y a du jaune, il y a du noir, il y a des grosses couleurs. Et j'avais fait peindre, parce que le local était vide. Hein. C'était un gros cube gris, c'était vide. Et donc, du coup, j'avais fait peindre le plafond dans la couleur gris anthracite presque noire qu'on a là. Et je regarde le lieu et j'ai l'impression qu'il y a deux trucs comme ça. Et je me dis, il manque un trait d'union. Et il me dit, un trait d'union, mais tu vas mettre des trucs de suspens dans le ciel. Enfin, il ne voyait pas ce que je voulais dire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de ces plantes-là. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça le lien. C'est ça qui fait que ça fait un ensemble visuellement. Et à la base, tu n'aimes pas la déco, hein? J'adore ça. Ah, tu adores. Mais je n'y connais rien. Je veux dire, techniquement, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi ça marche. Je ne sais pas. C'est mon instinct. C'est quand je dessine ou j'écris ou quand j'ai découvert chez moi ou ce genre de trucs, c'est comme ça que je le sens, tu vois, c'est ce qui me parle. Je me dis, ah, ça, c'est joli. Mais je ne pourrais pas t'expliquer. Un décorateur pourrait te dire les perspectives, les ressentis, les univers. Moi, j'en sais rien, en fait. C'est juste comment ça me fait me sentir. Très bien. Et donc, du coup, donc tu l'as pensé. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, je lisais un livre récemment. Alors, je lis en ce moment un livre sur la manifestation qui s'appelle Le hasard n'existe pas. Et en fait, c'est assez bluffant ce que tu dis, que le résultat pensé, tu l'avais dans ta tête. Moi, je trouve ça incroyable. Mais c'est surtout, alors, si tu lis des trucs sur la manifestation, je peux te dire ça. En fait, quand je te dis qu'il est comme je l'ai vu, c'est qu'en fait, un jour, je me suis vue, et j'étais à donc rien à voir avec Jarry, je me suis vue me garer. À l'époque, j'avais une Mini verte.
je me suis vue me garer devant une façade vitrée et quadrillée. Oh! Je n'avais jamais vu le local. Ah, c'est magnifique. Une dinguerie, hein? C'est beau. J'avais jamais vu le local. C'est beau. Et je me suis vue, et dans le rêve ou la vision, je sais pas quoi, la porte ne s'ouvre pas, mais je sais que derrière, Il y a le quelque café comme chose. tu le vois là aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ouais. Et voilà. Alors, quand j'ai choisi, je me suis dit, quand j'ai lancé cette idée un peu folle de podcast, je me suis dit, j'ai fait une liste d'invités. J'ai fait une liste d'invités que je voulais absolument avoir. Et je me suis dit, Anne-Gaëlle Lubino, sans que je la connaisse plus que ça, je l'ai vue une fois, elle a accepté de m'accueillir pour présenter mon livre. Que j'ai beaucoup aimé voilà. d'ailleurs, je sais pas si je te l'avais dit. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé, Voilà. surtout que c'est rare. Mais il y a le tome 2, le tome 3 va sortir. Non, Bon, mais c'est voilà. top, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, un jour, si je fais un portrait, je vais inviter cette femme-là. Pourquoi? Tu n'aimes pas les compliments, mais je vais le faire quand même. J'ai pas dit ça. Parce Allez, que aide-moi à m'exercer. tu accueilles les compliments maintenant. Tu commences à accueillir. Voilà. En fait, je trouve, et c'est mon avis que je partage avec moi-même, C'est important. voilà, je trouve qu'en fait, si on doit parler de féminisme, si on doit parler de femmes d'action, de femmes modèles, tu fais partie de celles qui incarnent ça. Je m'explique, parce que pour moi, il y a plusieurs catégories, et tu es dans l'action. Tu fais. Et là, je me suis dit, non, il faut que cette énergie-là, qu'elle nous dise d'où ça vient. Donc la question qui vient, il sort d'où ce fameux peps-là qu'on entend, cette passion, c'est quoi? C'est depuis petite, ça vient de maman, papa, c'est quoi? On a été, je sais pas, on a été sportive, ou t'aimais goumer l'école, c'est quoi? D'où ça vient Alors, sportive, pas du tout. Certains diraient que ça se voit. Non. Alors, je ne suis pas sportive. Pour tout te dire, j'ai 43 ans et je vais à la salle depuis 2 ans, même pas. C'est déjà bien. Donc, tu vois, c'est déjà pas mal. Je suis tellement fière. Pour ça, par contre, je C'est suis bien. fière. Ma mère est une assistante sociale dans l'âme. Mais c'est une femme qui fait des choses. Elle n'a jamais été entrepreneur, etc. Pour autant, je ne me rappelle pas voyant ma mère poser avec un livre dans un canapé, allant faire une sieste, etc. Oui, mais c'est quand même une femme d'action. C'est une femme qui fait. Voilà. Elle a été... c'est vraiment le cadre de nos vies à mon frère et moi. Mon père, c'est quelqu'un qui a aussi une énergie. Il a eu l'occasion d'entreprendre. Il a entrepris. Il est chef d'entreprise depuis qu'il est revenu en Guadeloupe en 89. Je suis née à Paris, on est arrivé en 88, et lui, il a ouvert sa boîte l'année d'après. Donc, il a toujours été entrepreneur ici. Donc, il y a quand même là-bas. Okay. Mais c'est pas des discussions qu'on avait. C'est-à-dire que moi, avant le café, les personnes qui entreprenaient, je ne les comprenais pas. Ça m'intéressait pas. Dans mon entourage, il y a des gens qui, très jeunes, soit leurs parents sont commerçants, etc., qui parlaient d'études de marché, de trucs. Ils étaient à fond dans ça. Moi, ça ne m'a jamais parlé. Parce que j'ai eu la chance, en étant salariée, de contribuer à être dans des équipes, dans des entreprises, et faire partie d'équipes. On avait des projets, on faisait avancer les choses. Moi, ça me suffit pour me nourrir. Je veux dire, ce n'est pas le statut d'entrepreneur qui me nourrit et me donne l'impression de réussite. C'est vraiment ce à quoi je contribue, et voilà. Donc, mon père est entrepreneur. Mais encore une fois, notre proximité a été variable et ça fait que c'est pas forcément des valeurs qu'on se transmettait ou qui m'expliquaient ce qu'il traversait. Je vois. Pas du tout. Je savais qu'il avait sa boîte et voilà. Sans plus, Sans plus. Dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur non plus. Ma famille maternelle, dont j'ai été, on est un peu plus proches. Ma famille paternelle, pas non plus. Donc le côté entrepreneur, j'avoue que c'est pas tellement ça la fibre, c'est plutôt faire. C'est-à-dire, j'ai une idée. Tu t'ennuies vite? Je m'ennuie jamais. Ah. Je m'ennuie jamais. OK. Parce que j'ai une liste de choses à faire. On imagine, si je la déroule, elle va jusqu'à Millénis. Enfin, elle va loin. Ouais. oui, tout le temps. Tout le temps. Même avant d'être entrepreneur? J'ai toujours été comme ça. Je me suis jamais ennuyée, même jeune. J'ai toujours été énergique, dynamique. J'ai toujours été, j'étais bonne élève, mais j'étais insolente. J'étais bonne élève, mais j'étais bavarde, tu vois. J'ai toujours été vivante. Donc après, voilà, d'où ça vient. On n'est pas des gens lolo tellement chez moi. Pas tellement. Ça bouge, il faut que ça bouge. Ouais, ça bouge en général. Mon frère est sportif, par contre, mon frère est footeux. Il a fait un petit carré dans les Guana Boys. Mon frère est fou, et voilà, ça bouge. Mais c'est plutôt vraiment le fait de faire exister. J'ai une idée, elle m'emballe tellement.
il fallait faire des choses. Pareil, ça a été pareil pour... j'ai acheté mon appartement en rentrant en Guadeloupe en 2010, après les études. Et pareil, j'ai mis dans ma tête que je vais acheter un truc, mais je faisais des visites comme ça. C'est-à-dire que j'ai décidé, je pense, je suis arrivée en août 2010, j'ai dû décider peut-être en décembre que j'allais acheter. En avril, j'avais signé un truc, hein. Ouais, ça va vite. Ouais. Parce que voilà, parce que j'ai visité. Ouais, aussi. On se met, voilà, quand j'ai une idée, le truc, ça va vite parce ça que devient tu obsessionnel, fais, je pense. Et du coup, il y a un moment où soit tu deviens fou parce que le truc tourne en rond et tu fais rien, soit en fait, on y va, quoi. Et la part de... J'ai envie de dire, c'est important d'en parler parce qu'on en est toujours malheureusement là, on en est encore là. Est-ce que ça a été plus difficile pour toi en tant que femme? Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que si j'ai eu... Je trouve que les difficultés d'entrepreneurs, elles sont malheureusement unisexes, en fait. Okay. C'est-à-dire que pour monter une boîte, il faut aller à la CCI ou à la Chambre des métiers, il faut aller au greffe. Toutes ces choses-là, elles ne sont pas liées à ma condition de femme. Okay. Ensuite, peut-être aussi parce que je n'ai pas spécialement parlé, pas par choix, j'ai pas spécialement parlé du projet. Comme j'ai été au clair dessus, j'ai pas consulté des gens, j'ai pas beaucoup discuté à cette époque-là. Voilà, je trouvais qu'il y avait, alors peut-être que je les voyais pas, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup le discours sur l'entrepreneuriat, les gens qui accompagnent sont beaucoup plus présents qu'à l'époque, ou en tout cas peut-être que je les voyais pas. Ouais. Donc du coup, j'ai pas eu l'occasion d'être taclée par ce que je suis une femme et que d'où tu vas faire un gros machin comme ça et c'est grand et gna. J'ai pas eu ça. Et même dans le quotidien, j'ai une entreprise et je fais ce qu'il faut faire comme tous les entrepreneurs, plus petits, plus gros, c'est-à-dire qu'on se bat tous les jours pour que nos boîtes continuent à vivre en fait. Dans 10 ans, tu te vois comment? Tu m'embêtes. Mais désolé, bon, ça me vient comme ça. Dans 10 ans, je pourrais pas te dire clairement, parce que tu vois cette clarté dont je te parle, où le projet est clair. Mais il y a des choses qui sont mûrissent, en fait. Je sais que dans 10 ans, ou en tout cas ce qui m'appelle, c'est quelque chose pour impacter positivement. Comme tu vois ce que tu fais là, ce qu'on fait là. Pas forcément dans la lumière, mais pour avoir une parole qui crée de la vie, en fait. De la vie chez les gens, qui crée du mouvement, qui fait du bien, mais je ne sais pas encore comment, enfin, c'est pas encore très clair. Mais ça viendra. Voilà, tu vois, comment, au café, la devise du café qui est « Ici, on doucine le ventre et l'esprit », c'est vraiment profondément la mission de cet endroit-là. C'est que quand on fait des concerts où c'est beau, où les gens sont... Il y a des concerts, la personne finit sa chanson, il y a un gros silence, tu sens que les gens sont... émus, ils sont touchés, quand il y a des conférences où les gens apprennent des trucs, où les gens se rencontrent. Mais tout bêtement, ça peut ne pas être un truc comme ça, mais à la même table, des gens qui discutent, il y a des projets qui se font et tout. Vrai. Tout ça, en fait, ça me nourrit profondément. Mais en fait, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, et sans faire de publicité, envoyer des fleurs, il y a quand même une ambiance. Et je ne peux pas me dire que l'ambiance vient de la déco. Je ne peux pas me dire que c'est parce qu'il y a du chaud d'eau. Je ne peux pas me dire que c'est... Il y a un truc un peu immatériel, un peu abstrait, j'ai envie de dire, énergétique, qui, dans celui-là, où quand tu arrives, je vais te faire une confidence. Vas-y. Je vais te faire une confidence et je me rends compte, maintenant qu'on se parle, mon livre, je l'ai présenté au Café Papier. Ouais. Mon mariage, je l'ai préparé au Café Papier. Mais non! Oui. Sérieux? Et je me rends compte là en te parlant. Et oui. Et c'est ton frère qui nous avait... Non, c'est vrai. Et là, je me rends compte qu'il y a... Alors, comment tu... C'est vrai, hein? C'est avec une copine de madame qui ne savait même pas qu'on allait... Ma demande plutôt en mariage. Et elle ne savait même pas. Et effectivement, c'est au Café Papier qu'on est venu et on discutait et tout. Donc, cette ambiance-là, où des choses comme ça peuvent se... Et je ne mens pas, hein, c'est vrai. Et cette ambiance-là, après le podcast, je l'appellerai, tu verras. Comment tu expliques qu'on ait ce sentiment? Ça vient... Moi, je suis obligé de me poser la question parce qu'effectivement, il y a des lieux où il y a plein de restaurants, on est bien. Il y a plein...
Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce truc qu'on n'arrive pas à cerner? Écoute, déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, la façon dont le lieu est organisé et décoré, c'est pas une démarche consciente. C'est vraiment ce qui m'a plu, ce qui m'a semblé fonctionner. J'aime pas la symétrie, j'aime pas ça. Donc, il y a des couleurs différentes, autour du même table, tu as des chaises différentes, etc. Je saurais pas te dire, mais je pense... Aujourd'hui, moi, je me l'explique comme ça parce que les gens disent souvent ça, en fait. Il y a une énergie, il y a un truc, on se sent bien, j'aime la vibe, mais personne n'arrive à mettre le nom. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je pense que c'est, tu sais, je crois profondément dans l'addition des humains. C'est-à-dire, en gros, on dit, ouais, la société fait que... La société, ça n'est jamais que l'agrégat des êtres humains qui la composent, en fait. Et de ce qu'ils font au quotidien, et de ce qu'ils pensent, et de ce qu'ils veulent, et de comment ils se comportent, etc. Et je pense qu'au café, la seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est ce que j'y ai mis de moi-même, l'intention, ce que mon équipe renvoie au quotidien, la façon dont ils accueillent, dont ils disent bonjour, dont ils veulent vous faire vous sentir, mais spontanément, en fait. Hein. C'est pas comme si on n'a pas un script de... Mais alors, sans t'en couper encore, excuse-moi. Ah, est-ce que... Oui, mais sa vie. Tu les choisis comment, les gens qui travaillent là? Il faut qu'ils aiment les gens. Il faut qu'ils aiment les gens. C'est mon critère. Pareil, c'est venu après coup. C'est-à-dire que pour moi, et alors ça a aussi le défaut de cette qualité, on va dire, évidemment, c'est d'aimer les gens. C'est-à-dire d'aimer les gens et d'être content quand ils sont bien, de vouloir qu'ils passent un bon moment, d'avoir envie de les mettre bien et que de mettre quelqu'un bien, ça te fasse kiffer. C'est ça le critère principal. Parce que pour moi, quand tu fais un métier comme celui-là, la restauration ou autre, l'hôtellerie, des choses comme ça, la coiffure, etc., où tu es profondément en lien avec les gens, si ça te fait pas kiffer, ça te nourrit pas de voir que les gens sont contents de ce que tu fais ou de ce que tu leur apportes, tu peux pas le faire longtemps. Et tu le vois dès que tu fais un entretien avec quelqu'un, tu vois le profil, ça ressort tout de suite? Oui, parce que dans la façon déjà d'aborder, il y a des personnes qui sont réservées, mais cette bienveillance, qui pour certains peut être un peu tarte à la crème, hein, mais on croise tous des gens au quotidien, des gens où tu sens que la personne va t'aider, la personne va te sourire, elle va t'ouvrir une porte, elle va te dire « Non, mais le magasin que vous cherchez est là », et la personne qui va juste pas te calculer, en fait. Tu sens ça, et encore une fois, je vais reparler d'instinct, mais bon. À côté et la technique, après, ça peut s'apprendre. C'est un mélange savant, parce que c'est vrai qu'avec le temps et maintenant avec la connaissance que j'ai de ce que c'est qu'une boîte et de ce qu'il faut pour la faire fonctionner, je sais aussi qu'il faut soutenir ses qualités humaines de technique, d'une volonté de travailler, de rigueur. Ça va avec. Mais pour moi, le critère principal, le job du Café Papier étant de faire les gens passer un bon moment et d'en ressortir moins mal ou mieux, et ben voilà, si t'aimes pas les gens, ça va au bout d'un moment, tu vas le faire 1 mois, 2 mois, mais au bout d'un moment, ça va te bouffer. Ça demande de l'énergie, en fait, de donner aux gens. Sûr. Et si ça te nourrit pas, tu vas te vider. Tu vas toi-même te faire du mal, c'est pas la peine. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu fais autrement? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Alors, si c'était à refaire, je pense que je me serais peut-être fait plus accompagner sur la structuration. C'est-à-dire que le fond étant là... La paperasse. Ouais, alors la paperasse, mais pas que. La structuration, c'est-à-dire la lecture d'un bilan, l'impact de décision sur ton bilan, la rigueur nécessaire, les process, en fait, comme je suis plutôt organisée, j'ai construit le lieu, l'arrière du bar, les rangements, etc., d'une façon qui me paraissait logique. Peut-être que si aujourd'hui quelqu'un vient faire un audit, il se dira, ben non, là, tu aurais dû mettre ci comme ça. Aujourd'hui, nos gestes vont avec le lieu qu'on a. Il serait forcément différent si le lieu était différent, mais tout ça pour dire que je pense que je me serais fait plus accompagner sur ça, parce que j'ai perdu un peu de temps. Parce que quand tu apprends avec tes erreurs, il faut le temps de mettre quelque chose en place, de voir que ça ne marche pas, de comprendre ce qui ne marche pas, de faire autre chose, etc. Et j'ai l'impression, après 7 ans, qu'on est encore en train c'est un perpétuel travail, de s'améliorer, de continuer à faire bien, mieux, de faire que les gens ne s'ennuient pas, etc. Je pense que je me serais fait plus accompagner sur vraiment le squelette de ce qu'il y a derrière la créativité. Ou en tout cas, le pendant que j'ai compris aujourd'hui. Et j'avais une discussion comme ça avec David Drumeau et avec d'autres personnes qui ont monté des boîtes. Très souvent, la personne qui est créative, son rêve, quand elle en est consciente, c'est d'avoir le binôme plus ancré, plus structuré, pour faire exister ces fameuses idées.
Et les 3/4 du temps, si tu vois des gens qui ont, qui ont monté des empires ou des choses comme ça, enfin bref, qui ont été loin, d'avoir la créa, c'est bien, et il faut la structure, parce que voilà, tes muscles sont bien, ils ont de la puissance, mais sans le squelette, ça sert pas à grand-chose. Dans tout ça, Maman Gaël, c'est qui? Et ça sent la question. Mais Maman Gaël, qu'est-ce que tu peux nous dire de Maman Gaël? Maman Gaël, de ma merveille Naël. Naël. Salut Naël. C'est une merveille. Maman et Naël, je pense que je suis une maman... alors, je ne suis pas poule. Je suis pas... je suis très maternelle dans le sens où c'est bisous, câlins, etc. Mais je suis une maman qui s'efforce d'être... j'ai dit ça une fois, un porte-avions. C'est-à-dire que ressources... comme un pit stop, tu vois, où tu peux venir prendre ce qu'il te faut pour avancer dans la vie, rouler, tu vois. Ma fille, elle a 9 ans au jour, à l'heure où on se parle là, elle vient d'avoir 9 ans. C'est une enfant qui est extrêmement curieuse, qui est très intelligente et qui, j'espère, aura le fuel pour avancer dans le sens où elle ne va jamais se dire qu'elle ne peut pas faire quelque chose par principe. Ça, je lui souhaite vraiment. Ouais. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire en tant que maman. Elle est très autonome. D'ailleurs, tout ce qu'elle peut faire seule, par exemple, elle a 9 ans, je fais pas ses sacs pour aller à l'école ou quoi que ce soit. Quand elle part en voyage, je fais pas sa valise. On en parle, évidemment, mais voilà, elle a commencé à faire des petits trucs en cuisine, elle repasse. Alors, c'est pas la femme de ménage de la maison, c'est pas ça que je veux dire. Mais elle est très autonome. Et je me rappelle des petites discussions que j'avais quand elle était très jeune, où genre on est à table, elle a, je sais pas, 3-4 ans, et elle veut se servir toute seule, comme les enfants j'avais faire. Et en fait, moi, vas-y, la catastrophe qui peut se passer, tu vas mettre un petit peu de sauce à côté, du riz, là, c'est pas grave. Du coup, elle est très autonome. Et moi, c'est ma vision, c'est que je veux qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle est accompagnée, qu'elle est encouragée, qu'elle être le petit machin sur son épaule. Si je veux quelque chose, c'est que si demain je disparais, qu'elle aura l'impression que je suis la petite voix qui lui dit « Mais si, tu peux, ça va le faire. Prépare-toi, organise-toi, apprends, mais fais. » Et sache pourquoi tu fais les choses. Quand on fait les leçons aujourd'hui, je lui dis « Oui, c'est chiant, l'étape de multiplication. Sauf qu'en fait, par exemple, quand tu vas... je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi. On fait des crêpes. Je t'ai dit, la recette, c'est ça, mais on est 2, on est 3, on est 4. Pour multiplier. Tu vas prendre une calculatrice à chaque fois. Donc, les tables de multiplication, ça sert à des trucs aussi bêtes que ça. Quand on est quelque part, par exemple, où elle me dit « Non, mais c'était par là, j'ai vu le panneau. » Je dis « Est-ce que tu vois ?» Faire des lectures, ça te paraît relou peut-être, et heureusement, pour l'instant, les leçons, ça va. Mais tu peux pas lire le panneau. Tu vois, donc il y a des choses, et plus tu vas grandir, les choses se complexifient parce que tu pourras faire face à des situations plus complexes. Est-ce qu'Anne Gaël... Est-ce que Anne Gaël n'est pas une formatrice dans l'âme? Tu veux que je lui demande? Je pense que j'ai de la pédagogie. Je pense que j'aime bien... Mais tu n'as jamais pensé à ça? Si. En fait, si. J'y ai déjà pensé. On m'a déjà posé la question, notamment sur les prises de parole, des choses comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, j'accompagne des étudiants en RH dans la rédaction de leur mémoire. J'ai toujours fait ça de façon informelle, et là, c'est la 2e année que j'ai été sollicitée vraiment par un établissement pour accompagner des étudiants. Et j'adore, c'est trop bien. Non, mais ça transpire effectivement, ça transpire quand tu parles. Est-ce qu'il y a un proverbe créole qui te définit? Oui. Oui. Il y en a plein, mais mon préféré... C'est lequel? C'est Graine Diri qui a fait sac Diri. OK. Ben, tu vois, parce que, tu vois, on parle souvent de la force, Mais tu es patiente, toi? Est-ce que je suis patiente? Non. Ah ben oui, mais c'est bizarre, là, le proverbe. Oui, non, mais attends. Alors, je ne suis pas patiente, mais je sais ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de créer une entreprise. Je suis à la fois pas patiente et en même temps très consciente que c'est la somme de petites choses qui font des grandes choses. Donc, je ne suis pas patiente dans le sens où, OK, s'il y a une petite chose à faire, on nous aller. Tu vois? On peut pas, Tu vois, hier, j'étais dans un anniversaire. La journée est finie, on revient. Et en fait, le truc est fini. On a déjà sorti les sacs, on a déjà rassemblé nos affaires. Il y a des gens qui sont assis là, ils parlent. Moi, ça m'énerve. Là, on est dans le chapitre, la journée, on est dans le chapitre, on range les gens. Pourquoi vous êtes assis? Tu vois ça, par contre, c'est ça, comme ça que ça se manifeste. On range les gens, ouais. Voilà, on range.
Et donc, quand je dis que c'était cette expression-là qui me parle, c'est parce que je trouve que dans la vie, tout, c'est ça. Tu as décidé de faire ton podcast, tu as forcément contacté ton vidéaste, ta maquilleuse, trouvé le lieu, réfléchi à qui, etc. Tu as rassemblé des gonziri pour faire ton truc. Ouais. Quand je parlais de la société, la société, c'est l'addition de Cédric Santi, Mangaël, machin, bidule, truc. Ouais. Pour moi, quand tu regardes, toute chose, c'est l'addition de petites choses. Ce lieu est très beau parce que, tu as une ambiance qui vient de... C'est ni le carrelage seul, ni la peinture seule, c'est ça. Et la vie, c'est ça pour moi. Le monde, c'est ça. Ma fille, quand on en parlait tout à l'heure, c'est ce que je lui dirai lundi, mardi, mercredi, jeudi, non, tu vois. Qui fera la différence. Qui fera qu'elle deviendra quelqu'un. Tu as une relation, c'est ce que tu feras chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Tu es marié, pense-y. C'est chaque jour. Il n'y a pas de souci. Que tu honores ton mariage et ton épouse. C'est pas moi l'invité. Hein. Mais alors, pendant qu'on y est. Oui. Alors, voilà. Alors, justement, derrière cette femme. Non, mais c'est toi. Derrière cette femme active, la place du sentimental. Est-ce qu'il a fallu couper des choses ou est-ce que tu arrives à créer. Est-ce qu'il y a un équilibre possible quelque part quand on est comme Anne-Gaëlle Lubino? Ton début de question était bien, la fin, j'ai pas compris. Oui, bien sûr que oui. Et je pense qu'il faut trouver pour tout le monde qui. C'est-à-dire qu'il faut trouver qui et qu'il faut bosser. Ah, il faut bosser? Oui. Ah, c'est vrai. Ça se travaille. Ça se travaille. Et ça, alors. Donc, comme disait Singila, l'amour demande des efforts. Ah bon, d'accord. Mais c'est pas. Singila le dit et nous, on le vit. Okay. On le vit au quotidien. Ouais. On le vit pour le meilleur quand ça fonctionne et on le vit pour le pire quand ça fonctionne pas. Okay. Ou plus. Donc moi, je suis célibataire aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un équilibre? Oui, parce que je crois fondamentalement que... alors, pas un équilibre au sens où on va rencontrer celui qui nous correspond, qui est là, caché dans l'univers, et qu'on va le voir le jour 1, et que jusqu'au jour 2627, ça sera super. C'est pas le cas. Ça ne sera le cas que si on fait ce qu'il faut, qu'on échange, qu'on s'écoute, qu'on reste curieux l'un de l'autre, etc. Pour moi, c'est encore une fois, les graines de riz, oui, parce qu'en fait, très souvent, on démarre une relation, on se réveille, on se fait des bisous, on se parle, et puis en fait, on se rend pas compte, mais genre, ça fait 6 mois au bout d'un moment, ou ça fait 2 mois que quand on se réveille, en fait, le premier réflexe, c'est prendre le téléphone. Ou ça fait 3 mois que, en fait, on n'a rien fait à deux. Ça fait 6 mois qu'on n'a jamais eu une discussion sur comment tu vas, comment je vais, comment on va. Mais en fait, le temps passe. La réalité, c'est que, regarde, on est en fin d'année, les choses filent. Et ce matin, j'écoutais encore un truc où on parlait de ça. Si on ne met pas de la vie dans nos vies, tout file et tout s'étiole. Et quand tu ne fais pas ce boulot-là, en fait, c'est comme les avions. Au début, tu as 2 cm d'écart, c'est pas grave. Tu vas arriver à Bemao, je vais arriver à Pointe-à-Pitre, ça va encore. Mais au bout de 1000 km, tu as Tombouctou, je suis à Bali. Ouais. Tu vois? Donc, et au bout quand c'est comme ça, on s'entend plus. Je crois qu'on va faire un acte 2 du podcast, je pense. On va dire, tu m'entends? Tu me vois? Non, on va faire un acte 2. Et au bout d'un moment, on s'est perdu, et voilà. Donc oui, je pense que l'équilibre est possible, mais il faut bosser. Mais en fait, tu as une énergie qui est quand même... C'est impressionnant. Franchement, on a l'impression que... Est-ce que tu as des moments où tu es down, en fait? Oui. Je sors d'une dépression. Donc ça existe, ça? Absolument. En 2023, j'ai découvert l'horreur de la dépression. Oh. De la dépression. C'est chaud. C'est quelque chose de... Franchement, on dit souvent que je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, mais vraie parole. C'est-à-dire que, en fait, alors c'est le résultat de beaucoup de choses. C'est le résultat de grande fatigue. Parce que, tu vois, on parlait d'énergie, c'est une chose, mais il faut savoir doser. J'ai ouvert le café, j'ouvrais, je fermais, je faisais les événements. C'est-à-dire que je me tapais mes journées minimum, c'était 14 heures. Avec des humains, à donner de l'énergie, à réfléchir, à penser au prochain événement, comment les salaires, les machins, les trucs. Et ma fille avait 2 ans quand j'ai ouvert. J'essayais en même temps, manifestement, je n'ai pas complètement réussi ma part, d'être la moitié d'un couple qui fonctionne. Donc j'étais épuisée. J'étais épuisée nerveusement, émotionnellement. Financièrement, c'était dur. Ça, je n'avais pas vu ça venir non plus. Parce que quand on a une entreprise, je connais... On dira ce qu'on veut, mais moi, les chefs d'entreprise, en tout cas que je connais, ils ne se payent pas d'abord. Ils se payent avec ce qui reste. Et du coup, financièrement, c'était dur. Donc tout ça est usant.
C'est usant, petit bout par petit bout. C'est vraiment l'eau sur la roche. À un moment, il y a un trou. Et en fait, après, j'ai eu à traverser une période conflictuelle qui, j'espère, est terminée avec le père de ma fille, qui a fini, je pense... Alors, je ne vais pas dire que c'est à cause de ça, hein, c'est pas le cas, parce que... Qui a fini de me faire plonger. Et vraiment, j'ai connu la difficulté de ce que c'est, d'autant que je n'avais pas forcément la possibilité de m'arrêter complètement, puisque le café était ouvert, j'en suis le moteur, donc il y a toujours des questions, des choses à faire, la vie ne m'attendait pas, ma fille était là, donc je n'ai pas pu m'arrêter. Je pense que ça a été aussi long, peut-être aussi parce que comme j'avais besoin d'aller au fond du trou, mais il y avait un élastique, l'élastique du quotidien qui me tenait, donc qui m'empêchait d'y aller complètement pour en finir complètement. Donc du coup, ça a été long. Et aujourd'hui, j'ai gardé pas mal de la fragilité par rapport à ça. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui qu'il faut doser vraiment. Je ressens les moments où, parce que la dépression ou la fatigue nerveuse, ça assèche. Pour quelqu'un de créatif, ne plus avoir d'idées, c'est dur à vivre. Mais ne plus avoir l'énergie de faire ce qu'il faut pour les gens qu'on aime. Parfois, de ne pas avoir l'énergie d'être joyeuse pour ma fille, d'être fatiguée. Parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui dissimule, c'est très dur. Parce que quand on est vraiment au fond du trou, de faire comme si... Parce que tant qu'on arrive encore à faire comme si ça va, il reste encore un fond d'énergie. Parce que ça, c'est très douloureux, de devoir faire comme si. Et l'espèce de schizophrénie, d'avoir des gens qui disent « Ouah, c'est trop bien le café-papier », de savoir que pendant ce temps, ça me bouffe les tripes. C'est pas évident. Donc, évidemment, je me suis fait accompagner. J'ai été sous antidépresseur, j'y suis encore. Parce que je pense qu'on a besoin de soutien, que ça se construit avec le temps, de trouver... Parce qu'on n'est pas la même personne au fil du temps. Je ne suis pas la même personne depuis cette dépression-là aussi, parce que je connais mes limites. Et je pense aussi, et ça, c'est une psychologue du travail qui m'avait dit ça une fois, avant cette dépression, j'avais eu des petites alertes, des petits burn-out, des petites alertes, des moments de fatigue, comme je disais très élégamment. Et il y a une fois une psychologue du travail qui m'entend dire « Putain, je ne comprends pas, depuis ce coup de fatigue de je ne sais plus quand, je ne trouve pas que je reviens dans mon truc. » Elle m'a dit, mais tu sais, la fatigue mentale, la dépression, la déprime, le burn-out, c'est un peu comme l'obésité ou ce genre de choses. Quand on connaît le chemin, il suffit qu'il trouve les ingrédients autour qui ressemblent à ce que c'était et il y retourne. Ton cerveau, là, il connaît. C'est comme quand on dit qu'on aime on répète des schémas qui nous font du mal. Mais en fait, ton cerveau, c'est ça qu'il connaît. C'est le premier truc qu'il fait. Il cherche, en fait, qu'est-ce que je connais là-dedans? Ah, OK, c'est ça, ben, réponse dépression, on y va. Et du coup, maintenant, je vois bien que selon les choses que je vis, les intensités que je peux traverser. Par exemple, là, j'ai eu un petit coup de down en septembre-octobre, parce que la séquence des grandes vacances a été très, juillet, août, tout ça, a été très intense au café. Donc, je sais que j'étais fatiguée physiquement, c'est le premier ingrédient. Il suffit après que je fasse trop de choses moi-même pour les événements, parce que du coup, je fais de l'opérationnel, je fais du stratégique, je fais du financier, du machin. Il suffit que je fasse trop de choses pour que la fatigue mentale arrive, et là, c'est bon, ça recommence à descendre. Et donc, voilà. Donc, maintenant que je le sais, j'essaye, mais c'est très dur, parce qu'il y a des choses à faire, en fait, tu vois. C'est dur de doser, de ne pas culpabiliser quand je vais respirer, de me dire, ben oui, là, je suis partie. Je suis très bien entourée. Je suis très, très bien entourée. J'ai une amie qui m'a offert un voyage à Barbade d'une semaine. Je suis allée chez une amie. Et ne pas culpabiliser, de me dire, je pars une semaine, je vais respirer un autre air. Ça, c'est difficile, mais c'est nécessaire, parce que sinon, je vais y retourner. J'ai pas envie. C'est trop, ça prend trop de temps, c'est trop douloureux. Donc oui, ça existe. Bon, merci du partage. Avec plaisir. On peut te souhaiter quoi? On peut me souhaiter de la clarté. Pour continuer à avancer, c'est-à-dire de savoir. C'est ça? Voilà, mais de la clarté, de savoir ce que je veux comme prochaine étape, parce qu'il n'y a que comme ça que je pourrais la mettre en œuvre. Donc, voilà. OK, excellent. Alors, dans cette émission, enfin ce podcast, il y a le moment de la fin, où il y a un tirage. Voilà, donc tu vas battre les cartes comme tu veux, tu tires une carte et tu nous dis le message. Ah, c'est la fille. Bon, ben. Je sais pas, c'est toi. Je sais pas. Non, c'est pas toi, carte. C'est pas celle-là. Allez. J'ai fait quoi? Je lis? Tu peux lire. Maya,
L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Je crois que tu fais des formations, non? Ok, Maya. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Avec plaisir. C'est vraiment, Avec grand plaisir. c'était un plaisir fou, un bonheur fou de t'entendre et je crois que Pareil. je vais réfléchir à comment on peut faire un tome 2. Hein, voilà. Carrément. Donc, parce Bah, que- tu sais où me trouver, c'est vraiment avec plaisir. Moi, je peux parler comme ça toute la journée. Non, c'est vraiment, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. On a Merci. hâte de voir la prochaine visualisation parce qu'on sait que ça va être fantastique. Et Merci. je pense que tu peux être fier du Café Papier parce que oui, il y a une ambiance qui est nulle autre pareille, comparable à nulle autre pareille. Donc bravo Merci beaucoup. et continue dans cette voie-là. On va tâcher de faire ça. Merci à vous d'avoir suivi encore une fois les belles rencontres de Cédric Centime. Un petit like, un petit commentaire, ça nous fait du bien. On est là pour distiller du positif. Et on se dit à la semaine prochaine.